Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons revenir sur un chapitre un peu particulier des automates et en particulier un nouveau protocole. Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur la création de l'automate de surveillance, Surv PLC1. On va revenir donc dans l'onglet qui nous intéressait, mais cette fois-ci on va changer le protocole. On va dire que cet automate n'est plus du Modbus TCP, mais possède en fin de compte un autre protocole qui s'appelle le protocole fichier hors ligne. Alors, ce protocole est un peu particulier. Il ne s'agit pas d'une communication établie en permanence. C'est en fait tout simplement une manière de récupérer des données dans des fichiers texte qui ont été tout simplement écrits, générés par un équipement tiers et que l'on voudrait tout simplement faire avaler dans le logiciel AWACORE. Donc pour cela, pareil, on se met toujours au niveau des automates, même si ce n'est pas en réalité un véritable automate, c'est une source de données. Il faut le voir comme tel. Et qu'est-ce qu'un fichier hors ligne ? Eh bien, c'est tout simplement une suite d'informations, une suite de valeurs avec bien entendu un horodatage. Il faut que l'on ait au moins dans les champs une date, une heure, et ainsi que tous les champs et toutes les valeurs que l'on désire enregistrer, avec bien entendu une configuration qui va nous indiquer dans quelle colonne trouver quelle information et selon quel format. Ça, on le verra plus tard, c'est au niveau de la configuration des tags. On va voir déjà ici comment configurer le logiciel, car estimant que nous avons un logiciel tiers qui génère automatiquement des données sous forme de fichier texte, eh bien on va pouvoir tout simplement prendre ce fichier, le déposer dans un répertoire que l'on aura configuré pour AWACORE, et AWACORE va automatiquement, dès la présence de ce fichier, le traiter, avaler toutes les données, les enregistrer, les historiser, et ensuite déplacer ce fichier ailleurs, selon la stratégie que vous désirez, pour pas évidemment qu'on le retraite plusieurs fois de suite, voire même à l'infini. Ça serait fâcheux. Donc, ce type de communication hors ligne se passe par des fichiers. Donc ça veut dire obligatoirement des répertoires en entrée, en sortie, des formats de fichiers, et surtout comment les décrire. Première des choses que nous allons faire ici, c'est d'indiquer quel est le répertoire d'entrée à analyser. Donc, vous connaissez le nom du répertoire, vous pouvez le taper, sinon vous cliquez sur la petite loupe qui va tout simplement vous aider à chercher le nom du répertoire. Ici, ces valeurs pour nous sont parfaitement connues. Je vais donc les prendre. C'est un répertoire de dépôt. Je vais directement amener le lien ici. Voilà. Donc ici, nous avons bien notre répertoire. Même si c'est le répertoire de téléchargement, Windows automatiquement en fait l'éclater. Ensuite, nous avons le type d'extension de fichier que nous allons reconnaître. Donc à vous de mettre l'extension, c'est .txt, quelque chose. Le mieux, c'est de le laisser vide et vous allez passer à l'assistant suivant. On va indiquer ici quel est le format de fichier d'entrée. Si par exemple votre logiciel qui génère ces données fait du fichier texte, du fichier CSV, du fichier tabulaire, du JSON, du XML, etc., on va tout simplement l'indiquer. Donc là, dans notre cas, on va dire que c'est un fichier texte avec des valeurs séparées par des points-virgules. On peut indiquer, si le logiciel génère des remarques ou des lignes de remarques, il utilise en général un caractère en tête de ligne pour indiquer que l'information qui suit n'est pas importante. On va dire que c'est le slash. Et également, le logiciel peut générer en tête du fichier texte quelques lignes de commentaires avec notamment le rappel des noms des champs, la date de génération, la génération, le nom du logiciel, etc. Évidemment, ces informations ne sont pas utiles dans notre cas. Donc on pourra tout simplement dire, mais ça on va l'aligner après, combien de lignes sont à sauter en tête de fichier avant d'accéder à la partie données réellement. Ensuite, une fois que l'on aura traité ce fichier, il est clair qu'on ne va pas le traiter indéfiniment. Donc il y a une stratégie à adopter une fois le processus terminé. Cette stratégie, on l'a choisie ici. On préfère déplacer le fichier traité dans un répertoire de sortie, autre. On préfère renommer le fichier en remplaçant l'extension par le nom suivant, et ça c'est nous qui allons le donner. On peut renommer le fichier, du moins
l'extension avec un nom et déplacer le fichier vers un répertoire de sortie, donc on fait les deux opérations en même temps, ou tout simplement on peut supprimer le fichier. Tout ça pour éviter que ce fichier reste dans la zone de dépôt et qu'il continue à être avalé en permanence. Donc pour ça, on va choisir, nous, de déplacer le fichier dans un répertoire de sortie et on va tout simplement indiquer le répertoire que nous allons utiliser. Je fais un copier-coller et je mets le nom du répertoire qui sera le répertoire de sortie. Pareil, je dispose d'une petite loupe qui me permet de choisir tout simplement le nom du répertoire et d'aller le chercher à la main. Là, j'ai fait un copier-coller, c'était beaucoup plus simple. Je peux aussi donner une nouvelle extension à ce fichier. On va donner par exemple l'extension OK. Vous remarquerez que là-haut, dès que j'ai choisi le type de format de fichier TXT, il a automatiquement créé cette extension. Cette extension, je peux bien entendu la modifier. Si ce n'est pas vraiment TXT, mais TXTGH par exemple, ce n'est pas impossible de modifier ces extensions. Si je l'efface complètement, automatiquement le logiciel va me recréer l'extension par défaut qui est TXT. À noter que les champs ici dans cette page peuvent utiliser également des champs macro, c'est-à-dire dans lesquels vous allez pouvoir indiquer des valeurs dynamiques. Rappel, ces champs macro, lorsque vous cliquez dessus, doivent être entourés par des crochets inférieur A, supérieur A. Par exemple, le champ macro Today reprend simplement la date du jour avec 4 chiffres pour l'année, 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour le jour. On peut très bien par exemple dire, eh bien, je vais renommer mon fichier et le déplacer dans le nouveau répertoire de sortie avec l'extension OK Today. Voilà. Ce qui veut dire que le fichier sera renommé avec .OK suivi de la date du jour où il a été traité. Je pourrais très bien aussi mettre l'heure tout simplement. Et le champ heure, si vous allez vérifier le champ macro, vous allez voir que le champ heure, ça peut être now, HHMMSS, c'est le format utilisé. Et si j'utilise le format clock, il rajoute les 2 points entre. Or, les 2 points, rappelez-vous, ne sont pas des caractères autorisés pour les noms de fichiers. Donc on utilisera le champ now. Voilà. Pour résumer, on scrute le répertoire Deposits, toutes les extensions TXT. S'il y en a une nouvelle qui est présente, elle est automatiquement traitée. Les lignes précédées par le slash sont ignorées. On a pour l'instant 0 lignes d'en-tête qui sont sautées. Une fois traitées toutes les valeurs, on renomme le fichier avec une extension nouvelle et on le déplace dans le répertoire de sortie. La nouvelle extension, ça sera .OK avec la date du jour et l'heure de traitement et on déplace ce fichier dans le répertoire out. Voilà. Voilà la nouvelle configuration pour le dépôt. Ça veut dire que plus tard, il suffira simplement de prendre un fichier généré par votre application tierce et tout simplement de le copier-coller dans le répertoire Deposits. Il sera automatiquement avalé par Awacor et déplacé avec une nouvelle extension. On dispose d'un nouveau chapitre en dessous qui s'appelle Découverte. On va cliquer dessus et vous pouvez remarquer que, bien entendu, que je reviens sur ce point-là, c'est très important, ce petit serveur, ce petit automate, qui n'en est pas un en réalité, mais c'est une source de données, est inactif. Donc, on va tout simplement profiter du fait qu'il soit inactif pour déposer tous les fichiers qui nous intéressent dans ces répertoires. On sait qu'ils ne seront pas lus. On va voir s'il existe un fichier TXT présent. Pour cela, vous allez sur Découverte et vous cliquez sur le bouton de rafraîchissement. Effectivement, il y en a un. Il y a bien un fichier présent. On peut regarder le contenu. C'est un fichier extrêmement simple qui a été généré pour le tutoriel. On a une ligne d'en-tête date, heure, niveau, hauteur de cuve et nive x2. Donc on a bien effectivement une date, espace suivi d'une heure, point virgule. On a un niveau en mètres, apparemment, et avec 2 digits après la virgule. On a un autre point virgule, ah oui, c'est la hauteur de cuve, mais qui est vide. Parce que si on regarde bien,
on a deux points-virgules qui se suivent, ça veut dire qu'il y a un champ au milieu qui n'est pas alimenté. Donc on a le premier champ, c'est le niveau, le deuxième champ, hauteur de cuve, qui n'est pas présent, et le troisième champ qui est niv x2, qui lui correspond aussi à une hauteur en mètres, avec 2 digits. Donc là, voilà le type de fichier que vous pouvez voir en temps réel. On va devoir l'aligner et dire qu'ici on a une ligne d'entête à sauter. La première ligne étant en fait un commentaire qui a été généré. Imaginons maintenant que ce n'est plus du fichier TXT qui a été créé, mais un autre format. Idem, on va sélectionner le format CSV. Ici, bien entendu, .txt, ce n'est plus valable. J'efface toutes ces valeurs. Il recrée automatiquement .csv. Allons faire une découverte pour voir si des CSV sont présents dans le répertoire. Bingo, il y en a. Donc ici, dans ce modèle, où un fichier CSV a été créé, on peut savoir qu'il y a un groupe 1, il y a visiblement 1, 2, 3, 4 lignes qui sont des commentaires. Donc on sait en en-tête que dans ce cas de figure, on va devoir sauter 4 lignes qui ne sont pas utiles dans l'enregistrement des archives, et tous les autres champs, voilà, sont séparés automatiquement. On a la date, point virgule, l'heure, point virgule, OK, etc., etc. Et on a des valeurs qui sont séparées par des virgules également. Ici, c'est comma separated value. Donc ça veut bien dire séparé par des virgules. On peut changer, on peut dire tiens, on va aller voir si on a des fichiers tabulaires. Je vérifie la bonne extension et je vais voir si, par découverte, des fichiers tab sont présents. Alors, même si vous en avez plusieurs qui sont présents dans ce répertoire Deposits, il n'en prend qu'un, toujours le premier qu'il trouve. C'est juste ici une découverte, c'est ce qui permet de consulter le fichier directement en ligne, mais pas tous les uns après les autres. Ça sera la tâche de scrutation qui fera le traitement et qui va analyser et avaler les 150 fichiers si vous en avez déposé 150. Ce n'est pas un souci. Mais là, pour la découverte manuellement, on ne prend que le premier. Il y a bien un fichier tab, et là vous remarquez quand même qu'il y a une sacrée différence. On a bien une date, une heure, une tabulation, et non une virgule ou un point virgule, une valeur, il y a certainement une autre tabulation, et ensuite une autre valeur. Donc là, effectivement, si je promène ma souris, je vois que là, juste avant ce niveau X2, j'ai bien une tabulation avant, mais là je n'ai rien du tout, et je repasse au champ précédent. Donc j'ai bien 3 champs, mais dont un au centre qui est vide. Le logiciel saura automatiquement faire la différence, et visiblement le champ hauteur de cuve, lui, n'a pas été alimenté. Mais niveau l'est bien, nivx2 l'est bien aussi, et date et heure également. On a besoin de cet horodatage. Il est très important, lorsque vous déclarez un fichier en mode offline, que l'application qui vous a généré ce fichier, ça peut être Excel, ça peut être un programme tiers, ça peut être un programme vertical, une comptabilité, n'importe quoi, qu'il y ait obligatoirement pour chacune des lignes un horodatage, c'est-à-dire une date et une heure pour laquelle ces informations ont été vues. C'est très important, sinon, si vous n'avez qu'une liste continue de valeurs, au moment d'avaler les informations, si dans la configuration de cette source, vous n'avez ni date ni heure, c'est la date et l'heure du PC qui seront utilisées. Autrement dit, vous ne pourrez pas ensuite justifier le fait que à telle heure et tel jour, très précisément, telle valeur a été observée sur une pression, une température ou autre. Il est donc très important que dans ces fichiers générés, vous ayez une date et une heure liées à l'événement. On verra ça plus tard lorsque l'on va déclarer les tag names. On a d'autres protocoles également pour les fichiers en mode offline, comme par exemple le protocole XML. Idem, je change l'extension, donc par défaut .xml, ça peut être différent selon votre logiciel, mais bien souvent c'est le cas. On va faire une découverte, et effectivement, on a trouvé un premier fichier XML, il peut y en avoir plusieurs, mais au moins un, avec un tag qui s'appelle table d'extraction, un autre date et heure, voilà, table d'extraction, il n'y avait rien dedans, date et heure, voilà,
Là, on dispose d'une date et une heure ensuite, et on a un niveau. Chaque ligne, alors vous remarquerez que pour le format XML, c'est un peu particulier. Pour le format texte tabulaire ou avec des points-virgules, des virgules, c'est en fait un déroulement d'informations. Pour le format XML, il y a une architecture à l'intérieur. Si vous analysez un peu ce fichier, vous remarquerez qu'il y a des balises. Ces balises permettent tout simplement d'affecter sous le nom niveau différentes valeurs et sous le nom date et heure différentes valeurs également. Tout ça est lié. Chaque ligne, par exemple cette ligne-là, on peut dire que le 6 février 2024 à 0 heure, le niveau était à 3,87. Donc tout est véritablement lié, mais dans l'architecture XML, les balises sont séparées des valeurs, ce qui nous permet d'avoir un affichage par arborescence quand même qui est un peu plus logique. Si vous ne préférez pas le format XML et vous préférez le format JSON, idem, on va aller voir si un fichier est au moins présent dans ce répertoire. Rassurez-vous, j'ai fait le nécessaire pour que dans le tutoriel, il y ait tout ce qu'il faut. Et on retrouve donc le même format de fichier que précédemment dans le format XML, mais cette fois-ci généré au format JSON. On retrouve date et heure, une balise, avec une information dedans, brute, le niveau, une information, et nivx2 avec une information, etc. Et je peux me promener comme ça, de haut en bas, dans ce fichier, avec une vue brute. En gros, si on regarde bien, ces deux derniers formats de fichiers, c'est-à-dire le XML et le JSON, ont une architecture qui est très parlante. C'est-à-dire que l'on a un nom de tag suivi d'une valeur. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement utiliser niveau ou nivx2 comme nom de tag que nous allons créer plus tard. Ça sera d'autant plus parlant, on aura directement l'information en face. Voilà ce qui permet de conclure le protocole fichier hors ligne ou offline deposits, qui permet en quelque sorte donc de donner au logiciel Awacor des informations issues d'un autre logiciel, mais générées sous forme de fichier texte lisible.